Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à féliciter Professeur Belkhadir, Professeur Ben Abd et les autres membres du comité concernant le choix des thèmes et la qualité de l'organisation. Et c'est avec un grand plaisir que je vais présenter mon exposé intitulé Les diabètes secondaires et on va se focaliser sur les particularités cliniques et thérapeutiques. En guise d'introduction, les diabètes secondaires est un groupe de diabète secondaire à un processus pathologique ou à un traitement et sont généralement réversibles après traitement de la maladie causale ou à l'arrêt du traitement responsable. Il survient chez des patients ayant une prédisposition génétique ou environnementale. La classification étiologique des diabètes sucrés selon l'ADA classe les diabètes en diabète de type 1, diabète de type 2 et les autres types de diabète spécifiques. Parmi ceux-ci figurent les diabètes secondaires, soit une maladie du pancréas exocrine à une endocrinopathie, les diabètes iatrogènes et les diabètes post-infectieux. On va commencer par le diabète pancréatique. Donc le diabète pancréatique, il faut y penser devant un contexte évident chez un patient ayant un antécédent de chirurgie des pancréas, ou bien chez un patient suivi pour hémochromatose ou pour pancréatite chronique ou pour un cancer du pancréas. Il faut évoquer si le diabète survient chez un sujet âgé, au-delà de 70 ans, en cas d'association à une altération de l'état général ou un tableau d'insuffisance pancréatique exocrine, fait un tableau de maldigestion avec stéatorée. Dès la suspicion clinique, il convient de compléter par un scanner pancréatique afin de ne pas passer à côté d'un cancer du pancréas. Concernant le diabète pancréatique, on va voir les aspects cliniques. Pour le diabète lié à la pancréatite chronique ou le diabète survenant en post-pancréatectomie, le diabète s'installe sur un mode progressif rapide avec une insulinodépendance précoce. Il est caractérisé par une instabilité glycémique du fait de l'association d'un tableau de malabsorption, du fait au déficit exocrine et du fait de l'existence d'un déficit en glycagon, ce qui va entraîner des hypoglycémies fréquentes, sévères et imprévisibles. Concernant le diabète survenant lors d'un cancer du pancréas, le diabète constitue un signe révélateur et également un facteur de risque. Il faut y penser devant des douleurs abdominales avec amaigrissement, avec des glycémies maîtrisées par le traitement, ou bien en cas de détérioration rapide de l'équilibre glycémique avec une insulinorécurrence rapide. Concernant les principes thérapeutiques, tout d'abord, il faut insister sur l'amélioration de l'état nutritionnel par la substitution des déficits exocrines par des ferments pancréatiques, notamment criant à la dose de 500 unités par kilo par repas. Durant la phase initiale, on pourra gérer le diabète en utilisant des insulinosécrétagogues, notamment l'igninides, afin d'éviter les hypoglycémies, mais généralement, on a un recours rapide à l'insulinodépendance. Généralement, on utilise les analogues d'insuline avec des objectifs glycémiques moins rigoureux afin de prévenir les hypoglycémies. Et pour diminuer l'instabilité de diabète, généralement, on conseille de fractionner les repas. Concernant le diabète pancréatoprive, post-pancréatectomie totale, vraiment, il constitue un véritable défi thérapeutique. L'objectif de traitement, c'est surtout d'éviter les hypoglycémies sévères qui engagent le pronostic vital et les hyperglycémies prolongées. Généralement, on utilise des analogues rapides à faible dose et généralement, les injections seront faites en postprandial afin d'adapter les doses aux ingestants. L'utilisation des analogues lents doit être prudente et progressive. Il faut surtout insister sur l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage avec prescription de glycagon afin de l'utiliser en cas d'hypoglycémie sévère avec trouble de conscience. La transplantation des îlots pancréatiques serait une approche intéressante vu le caractère vraiment instable de ce diabète. Et il ne faut pas oublier la substitution des déficits exocrines par des ferments pancréatiques afin de diminuer l'instabilité glycémique.
Concernant le cancer du pancréas, sa prise en charge est essentiellement chirurgicale et donc le diabète secondaire à la chirurgie du cancer du pancréas, sa prise en charge rejoint celle du diabète pancréatoprive post-pancréatectomie totale. Passons maintenant au diabète de l'hémochromatose, au diabète bronzé avec cirrhose pigmentaire. On va voir essentiellement les aspects cliniques et les particularités thérapeutiques. Le diabète constitue une complication tardive de l'hémochromatose, de la nécessité de surveiller la glycémie au moment du diagnostic et au cours du suivi. La présentation clinique, elle est particulière, empruntant aux signes de l'hémochromatose, à savoir la mélanodermie, l'hépatomégalie, les signes en rapport avec la cardiomyopathie dilatée et le diabète de l'hémochromatose ne présente pas d'instabilité glycémique. Concernant les aspects thérapeutiques, la stratégie elle est comparable à celle du diabète de type 2, tout en prenant en considération les contre-indications liées à l'hépatopathie. Et l'insulinorécurrence elle est fréquente avec des besoins en insuline plus augmentés par rapport à ceux du diabète de type 1, du fait d'une insulinorésistance associée liée à l'hépatopathie. Il ne faut pas oublier le traitement spécifique de l'hémochromatose qui consiste à une phlébotomie ou bien des chélateurs de fer. Et ce traitement spécifique permet une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Concernant le diabète et endocrinopathie, le diabète est la conséquence directe ou indirecte d'un excès de sécrétion hormonale. Il est généralement réversible après traitement spécifique. Il survient souvent chez des patients ayant une prédisposition avec un déficit partiel de l'insulinosécrétion. On va voir les mécanismes physiopathologiques responsables de l'hyperglycémie selon la pathologie endocrinienne. Ainsi, dans l'acromégalie et le syndrome de Cushing, l'hyperglycémie elle est liée à l'augmentation de la néoglycogénèse hépatique et à l'augmentation de la résistance à l'insuline. Dans le phéochromocytome, l'excès des catécholamines entraîne une augmentation de la néoglycogénèse avec une diminution de la sécrétion d'insuline. Le diabète de l'acromégalie s'apparente au diabète de type 2. Il expose aux mêmes complications dégénératives, mais avec un risque majoré de complications cardiovasculaires du fait de l'hypersécrétion de GH. Le traitement repose essentiellement sur les mesures hygiéno-diététiques avec une stratégie thérapeutique similaire à celle du diabète de type 2, sans oublier l'effet bénéfique des traitements spécifiques de l'acromégalie sur l'équilibre glycémique. Concernant le diabète associé au syndrome de Cushing, il a les mêmes traits que le diabète de type 2. Il est souvent associé au syndrome métabolique et il expose aux complications cardiovasculaires qui sont sévères et précoces. Le diabète généralement peut disparaître après traitement étiologique ou persister, notamment si coexistence d'un syndrome métabolique. Dans l'hyperminéralocorticisme, l'hyperglycémie, elle est la conséquence d'une déplétion potassique qui entraîne une freination de la sécrétion d'insuline. Et le diabète, il n'est pas toujours réversible après traitement étiologique, ce qui remet en cause le caractère secondaire du diabète. Dans le phéochromocytome, le diabète se singularise par sa survenue chez des sujets hypertendus, non obèses, relativement jeunes. Il est généralement réversible après traitement chirurgical. Concernant les autres endocrinopathies qui peuvent induire un diabète secondaire, on note l'hyperthyroïdie et les tumeurs endocrines digestives, notamment le glycagonome, qui est caractérisé par une lésion dermatologique caractéristique, qui est l'érythème migrant nécrolytique, illustré par cette photo. Dans le diabète post-infectieux, les données épidémiologiques établissent une corrélation entre diverses infections virales et la survenue de diabète de type 1, soit par une action directe liée à un effet cytotoxique sur les cellules bêta, ou bien indirectement via l'activation des cellules T autoréactives. La possibilité des rôles pathogènes de cytomégalovirus ou de l'hépatite C
a été évoquée dans le diabète survenant de nouveau chez les sujets transplantés sous immunosuppresseurs. Passons maintenant à l'hyperglycémie de stress. Généralement, cette hyperglycémie se voit dans les affections intercurrentes aiguës. Elle résulte d'une hypersécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui entraîne un état d'insulinorésistance hépatique et musculaire. Et on a également une augmentation des hormones de la contre-régulation hormonale, notamment le cortisol, GH, qui entraîne une augmentation de la neoglycogénèse hépatique. Donc, on aura comme résultat une hyperglycémie de stress, voire un diabète de la graisse. Cette hyperglycémie, elle est généralement transitoire, mais il convient de la gérer du fait d'une amélioration de la morbimortalité. Et l'objectif principal de la prise en charge, c'est surtout de lutter contre la glycotoxicité, tout en évitant les hypoglycémies et avec des cibles glycémiques aux alentours de 0,80 et 1,20. Ceci est obtenu grâce à une insulinothérapie intensive par voie intraveineuse avec une surveillance rigoureuse de la glycémie. Passons maintenant au diabète iatrogène. Plusieurs molécules ont été incriminées dans la survenue de diabète, notamment les antihypertenseurs, notamment le bêta-bloquant type propranolol, les UEC, les inhibiteurs calciques, les antirétroviraux, notamment les antiprotéases, les antipsychotiques atypiques, à savoir clozapine, les immunosuppresseurs, notamment tacrolimus, et la thérapie ciblée. Mais surtout, c'est la corticothérapie qui est la plus incriminée et elle est la plus utilisée dans notre pratique. C'est pourquoi on va se focaliser sur le diabète cortico-induit. Les deux principaux facteurs de risque du diabète cortico-induit sont les doses thérapeutiques élevées et la durée prolongée de traitement. Le risque augmente également avec l'âge, l'obésité, la présence des antécédents familiaux de diabète ou de diabète gestationnel. Dans le diabète cortico-induit, ce sont surtout les hyperglycémies postprandiales qui s'élèvent, ce qui va entraîner une sous-estimation des cas si on va se baser uniquement sur la glycémie à jeun, puisque cette dernière, elle peut rester normale du fait de la demi-vie brève de la corticothérapie et du fait de la persistance d'une insulinosécrétion résiduelle qui est capable de contrôler la neoglycogénèse hépatique nocturne. Donc, le dépistage se base essentiellement sur la glycémie postprandiale. Le dosage de l'hémoglobine glyquée se fera 2 ou 3 mois après l'exposition à la corticothérapie. Et toute aggravation de l'état général doit faire évoquer un diabète. Concernant la prise en charge du diabète cortico-induit, elle est généralement similaire à la stratégie thérapeutique proposée au diabète de type 2, mais avec des particularités adaptées à la corticothérapie. Généralement, on a recours à l'insulinothérapie, surtout si l'hémoglobine glyquée dépasse 8%, et les doses d'initiation seront variables en fonction de la dose de la corticothérapie et en fonction du poids. Ainsi, pour des doses qui dépassent 40 mg, généralement, on commence par une insulinothérapie à la dose de 0,4 unités par kilo. Et cette dose sera adaptée en fonction de l'autosurveillance glycémique et en fonction du sevrage de la corticothérapie. Concernant le choix du type d'insuline, ça dépend du profil pharmacodynamique de la corticothérapie. Ainsi, en cas de prescription de prednisone, qui a un pic d'action aux alentours de 4 heures avec une durée d'action de 6 heures. Généralement, on préconise une insuline de durée intermédiaire injectée au réveil au moment de la prise de la corticothérapie associée à des bolus d'insuline rapide afin de gérer l'hyperglycémie postprandiale. Certaines écoles préconisent de mettre le patient sous insuline pré-mélangée et vu la demi-vie qui est courte de prednisone, il est préférable d'éviter l'injection en soirée d'insuline intermédiaire afin d'éviter les hypoglycémies nocturnes. En cas de prescription de dexamethasone, qui a une demi-vie plus prolongée, généralement on préconise une insuline lente
type glargine ou détémir le matin, associé à des bolus d'insuline prandial. Dans ce cas, on propose soit un schéma basal plus, voire carrément basal bolus. Il ne faut pas oublier que les doses d'insuline seront adaptées à l'autosurveillance glycémique et au sevrage de la corticothérapie. Donc, en guise de conclusion, le diabète secondaire doit être évoqué devant un contexte évocateur, notamment devant un antécédent de pancréatopathie, en cas de prise médicamenteuse, notamment la corticothérapie, les antiprotéases. Si on est devant des éléments d'orientation, notamment une survenue à un âge tardif au-delà de 70 ans, en cas d'altération de l'état général, ou devant une présentation clinique évocatrice d'endocrinopathie, à savoir un syndrome dysmorphique acrofacial ou un syndrome de Cushing, ou bien un érythème nécrolytique migrant qui évoque en premier le glycagonome. Et je vous remercie.